Le jour de mon anniversaire, mon père s'est tourné vers moi devant tout le monde, m'a regardé droit dans les yeux et a dit « J'aurais préféré que tu ne sois jamais né. » Quelque chose s'est brisé en moi. Le lendemain matin, je n'ai ni discuté ni pleuré. J'ai fait mes valises, retiré mes économies, trouvé un nouvel endroit et j'ai disparu sans regarder en arrière. J'ai eu 28 ans un mardi d'octobre. Le restaurant que ma famille avait choisi était l'un de ces endroits italiens huppés du centre-ville où l'éclairage rend tout le monde plus doux et où les prix exigent un deuxième prêt hypothécaire. C'est ma petite sœur, Rachel, qui l'avait choisi, insistant sur le fait qu'il nous fallait un lieu chic pour l'occasion. Elle avait toujours été l'artisane de la paix familiale, essayant de lisser les aspérités de notre dysfonctionnement avec des dîners élégants et des célébrations forcées. La table pouvait accueillir 12 personnes. Mes parents étaient assis aux extrémités opposées comme des monarques divorcés, ce qui était ironique étant donné qu'ils étaient toujours mariés. Rachel et son mari Kevin occupaient les sièges les plus proches de maman, tandis que mon grand frère Tyler avait choisi le côté de papa, comme toujours. Sa femme, Samantha, était assise à côté de lui, déjà à son deuxième verre de vin avant même l'arrivée des entrées. Ma grand-mère, Doris, la mère de maman, était venue de Phoenix par avion. Elle était assise à côté de moi, sa main arthritique tapotant parfois la mienne avec une chaleur sincère, l'un des rares gestes authentiques que j'avais reçus de toute la soirée. Mon petit ami, Evan, n'avait pas été invité. Papa l'avait clairement fait savoir 3 semaines plus tôt, au début de l'organisation. C'est un dîner de famille, Rebecca. Juste la famille. Le message sous-entendu était évident. Après 2 ans ensemble, Evan ne comptait toujours pas. Il n'avait pas assez de succès, n'était pas assez raffiné, pas assez riche. Il gérait une librairie et écrivait de la poésie à ses heures perdues. Pour papa, cela faisait de lui un moins que rien. J'aurais dû voir les signes avant-coureurs. Papa buvait du bourbon depuis notre arrivée, son visage prenant cette rougeur particulière qui signifiait que son filtre était sur le point de disparaître. Maman n'arrêtait pas de lui lancer des regards mêlés d'inquiétude et de résignation, le regard de quelqu'un qui a vu ce film trop de fois pour prendre la peine de changer de chaîne. Tyler l'encourageait, remplissant son verre avec des sourires complices, savourant le chaos qui pourrait se déchaîner. Nous avions survécu aux salades César et étions à mi-parcours des plats principaux lorsque Rachel a fait son annonce. Elle était enceinte, de 3 mois. La table a éclaté en félicitations. Kevin rayonnait. Maman pleurait des larmes de joie. Grand-mère Doris a joint les mains et a remercié Dieu. Papa a levé son verre. À Rachel, a-t-il proclamé, ces mots légèrement pâteux. Ma fille, qui a réellement fait quelque chose de sa vie. Un mariage réussi, une bonne carrière, et maintenant un bébé en route. Tout ce qu'un père pourrait souhaiter. Le sourire de Rachel s'est effacé. Elle m'a jeté un regard d'excuse. Contrairement à d'autres, a poursuivi papa, son regard glissant vers moi, qui gâche leur potentiel dans des petits boulots sans avenir dans la vente et en sortant avec des ratés sans ambition. Un silence s'est abattu sur la table. Un serveur qui passait a fait semblant de ne pas entendre. Papa, dit doucement Rachel. C'est l'anniversaire de Rebecca. Je sais très bien quel anniversaire c'est, a-t-il lancé sèchement. Il y a 28 ans aujourd'hui, j'étais là. Il a pris une autre gorgée. Ça aurait dû être le plus beau jour de ma vie. Ma première fille. Au lieu de ça, je me suis retrouvée avec cette déception. La voix de maman a tranché. Richard, ça suffit. Ah oui. Il s'est tourné vers elle, l'expression hideuse. Ça suffit? Combien d'années avons-nous passé à la regarder ne rien accomplir? Combien de fois l'avons-nous renflouée? Cet accident de voiture en 2e année de fac qui nous a coûté des milliers. Les dettes de carte de crédit quand elle avait 23 ans. La tentative ratée d'université que nous avons financée. Ma gorge s'est nouée. Chaque mot était une pierre qui s'ajoutait sur ma poitrine. Elle est intelligente, a-t-il continué, s'adressant maintenant à la table comme s'il faisait sa plaidoirie finale. Elle aurait pu être n'importe quoi. Médecin, avocate, ingénieure. Au lieu de ça, elle a 28 ans, travaille dans un grand magasin, vit dans cet appartement minuscule et sort avec un prétendu écrivain qui ne peut même pas se permettre de l'emmener dans un endroit décent.
Tyler a ri. Il a vraiment ri. Samantha l'a rejoint. Grand-mère Doris a serré ma main très fort. Vous savez ce qui me tue? Papa s'est penché en avant, ses yeux se fixant sur les miens avec une clarté qui transperçait l'alcool. C'est le potentiel gâché. Le gaspillage complet et absolu de tous les avantages que nous t'avons donnés. Ta sœur a compris. Ton frère a compris. Mais toi, tu te laisses porter par la vie, t'attendant à ce que tout le monde te rattrape quand tu tombes. Richard, arrête ça tout de suite, a dit maman, plus fort cette fois. Il l'a ignoré. Le bruit du restaurant semblait s'estomper. Les autres clients nous regardaient maintenant sans se cacher, faisant semblant d'étudier leur menu tandis que leurs oreilles étaient tournées vers notre table. Sais-tu ce que j'ai dit à ta mère quand tu es né? La voix de papa est devenue plus basse, plus intime, ce qui a rendu les choses encore pires. Je lui ai dit que tu serais spécial. Je t'ai regardé dans cet hôpital et j'avais tous ses espoirs, tous ses rêves. Il a marqué une pause, laissant le poids du passé s'installer. Des rêves que tu as systématiquement détruits, une mauvaise décision après l'autre. Papa, s'il te plaît, a de nouveau essayé Rachel. Je t'ai défendu, a-t-il continué, ne s'adressant plus qu'à moi. Chaque fois que ta mère voulait te couper les vivres, te forcer à te débrouiller seule, je disais, non, laisse-lui du temps. Elle finira par comprendre. Elle finira par nous rendre fiers. Son rire était amer. Quel gâchis. Kevin a commencé à parler, mais papa a levé la main. 28 ans, a-t-il dit. 28 ans de médiocrité. 28 ans à te regarder à peine essayer. 28 ans de déception. Il a marqué une pause, son visage se figeant dans une expression de profond dégoût. Tu veux connaître la vérité, Rebecca? La vraie vérité. Quelque chose dans son ton m'a glacé le sang. Il s'est adossé à sa chaise, le cuir a grincé. Tout le restaurant aurait pu retenir son souffle. Quand il a repris la parole, sa voix a porté dans le silence soudain avec une clarté parfaite et horrible. J'aurais préféré que tu ne sois jamais né. 6 mots. C'est tout ce qu'il a fallu. Le silence qui suivit fut absolu. Même le bruit de la cuisine semblait s'être arrêté. Le visage de maman est devenu blanc. La main de Rachel a volé à sa bouche. Grand-mère Doris a émis un petit son plaintif. Le sourire narquois de Tyler a finalement disparu. Samantha a baissé les yeux sur son assiette. Kevin regardait papa comme s'il lui avait poussé une deuxième tête. Je ne pouvais plus respirer, plus bouger, plus comprendre ce qui venait de se passer. Les mots flottaient dans l'air comme de la fumée, visible et toxique. Tous les yeux du restaurant qui avaient fait semblant de ne pas regarder fixaient maintenant ouvertement. Je pouvais sentir leur pitié, leur choc, leur embarras par procuration. Papa a repris sa fourchette et s'est remis à ses lasagnes comme s'il venait de commenter la météo. Mes mains tremblaient. J'ai regardé maman en silence, la suppliant de dire quelque chose, de me défendre, de lui dire de retirer ce qu'il avait dit. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Ses yeux se sont remplis de larmes, mais elle n'a rien dit, protégeant la paix comme toujours, évitant la confrontation, choisissant le chemin de la moindre résistance, même lorsque sa fille se faisait éviscérer en public. Grand-mère Doris a commencé à parler, mais je me suis levée. Ma chaise a raclé bruyamment le sol. Ma serviette est tombée. J'ai attrapé mon sac à main. Rebecca, attends, a dit Rachel en tendant la main vers moi. Je suis partie, passant devant les tables d'inconnus qui avaient été témoins de mon humiliation. Devant l'hôtesse qui avait l'air compatissante. Dehors, dans la nuit d'octobre, où l'air était froid et pur et ne sentait pas la trahison. J'ai atteint ma voiture avant que les larmes ne viennent. D'énormes sanglots qui secouaient tout mon corps. Je suis restée sur le parking pendant 20 minutes, pleurant si fort que j'ai cru que j'allais vomir. Mon téléphone a commencé à vibrer. Rachel, grand-mère Doris, Kevin. Je l'ai éteint. Quelque chose s'était brisé en moi pendant ce dîner. Une croyance fondamentale sur la famille, sur l'amour, sur ma place dans le monde. J'avais toujours su que papa était déçu de moi. Il l'avait clairement montré de 1000 petites manières au fil des ans. Mais là, c'était différent. C'était une exécution publique.
C'était un père disant à sa fille, devant témoin, que son existence était une erreur. J'ai conduit jusqu'à chez moi dans un état second. Mon appartement était exactement comme papa l'avait décrit. Exigu, bon marché, sans rien de spécial. Avant, j'en avais honte. Il m'avait fait voir chaque fissure au plafond, chaque tache sur la moquette, toutes les façons dont il n'était pas à la hauteur de la maison de banlieue de Tyler ou du condo en centre-ville de Rachel. Evan m'attendait, comme je le lui avais demandé. Il n'a eu besoin que d'un regard sur mon visage pour me prendre dans ses bras. J'ai pleuré sur son épaule pendant 1 heure pendant qu'il me tenait, me caressant les cheveux, ne disant rien parce qu'il n'y avait rien à dire. Finalement, les larmes se sont arrêtées. Je me suis écartée et j'ai regardé mon appartement avec des yeux neufs. Les livres que j'avais collectionnés au fil des ans, les plantes que j'avais réussi à garder en vie. Les meubles de seconde main que j'avais rénovés moi-même. Les photos au mur d'amis, d'Evan, de grand-mère Doris. Pas de photos de mes parents, pas de photos de Tyler, juste quelques vieilles photos de Rachel datant d'avant que la vie ne se complique. De quoi as-tu besoin ? A demandé doucement Evan. J'ai réfléchi à cette question pendant longtemps. De quoi avais-je besoin ? De quoi avais-je fondamentalement besoin ? J'ai besoin de partir, je me suis entendu dire. J'ai besoin de m'en aller. Loin de cette ville. Loin de tout ça. Il a hoché la tête lentement. D'accord. Où ? Je ne sais pas encore. Quelque part où ils ne me chercheront pas. Quelque part où je pourrais être quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui n'est pas défini par leur déception. Nous avons parlé jusqu'à 3 heures du matin. Le lendemain, j'ai appelé le travail pour me déclarer malade. Puis j'ai commencé à planifier. Mon compte d'épargne contenait environ 3 900 €, de l'argent que j'avais mis de côté lentement, régulièrement, depuis 1 an. Papa n'était pas au courant. Je l'avais ouvert dans une autre banque après une conversation de trop sur mes habitudes de dépenses. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était à moi. J'ai donné mon préavis à mon propriétaire ce matin-là. Il a été compréhensif, me libérant de mon bail plus tôt quand je lui ai expliqué que j'avais une urgence familiale. D'une certaine manière, c'en était une. J'ai contacté mon manager au grand magasin et j'ai démissionné par email, car je ne pouvais affronter personne. J'ai commencé à vendre tout ce qui ne rentrait pas dans ma voiture, meubles, ustensiles de cuisine, livres dont je pouvais me séparer. Tout devait disparaître. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Je l'ai rallumé pour gérer la logistique et l'ai immédiatement regretté. Rachel a appelé 15 fois le premier jour. Maman a appelé 8 fois. Même Tyler a appelé 1 fois, bien que je soupçonne que sa mentale est forcée. Papa n'a pas appelé du tout. Ça a fait plus mal que je ne voulais l'admettre. Grand-mère Doris a appelé, et j'ai répondu. Ma chérie, a-t-elle dit, la voix chargée d'émotion. Je suis tellement désolée. Ce qu'il a dit était impardonnable. Je sais. Est-ce que ça va ? Ça ira. Où vas-tu ? J'ai hésité. Je ne peux pas te le dire, grand-mère. Pas parce que je ne te fais pas confiance, mais parce qu'ils te le demanderont. Et tu es une très mauvaise menteuse. Elle a eu un rire mouillé. C'est vrai. Ton grand-père disait que j'avais le visage le plus honnête d'Amérique. Une pause. J'ai mis 4 600 € sur ton compte courant. Ne discute pas, considère ça comme un héritage anticipé ou un cadeau d'anniversaire en retard. Ou appelle ça simplement ce que c'est, ta grand-mère qui t'aime quand ton père en est incapable. J'ai de nouveau pleuré. Merci. Tu es spéciale, Rebecca. Tu l'as toujours été. Être différente ne veut pas dire être moins. Ton père est trop rigide pour comprendre ça. Va vivre ta vie. Sois heureuse. C'est la meilleure des vengeances. Nous nous sommes dit au revoir. Je ne lui ai plus jamais parlé. Elle est décédée 2 ans plus tard, juste avant mon 2e anniversaire à Portland. Rachel m'a envoyé un texto avec les détails des funérailles. J'ai envoyé des fleurs anonymement à la cérémonie, mais je n'y ai pas assisté. Certains ponts, une fois brûlés, ne peuvent être reconstruits.
Mais j'ai gardé sa voix dans ma tête, ses mots sur le bonheur comme meilleure vengeance, son amour inconditionnel quand j'en avais le plus besoin. J'ai choisi Portland. Un choix un peu au hasard, en fait. Assez loin pour que ça compte. Assez grand pour y disparaître. Assez différent pour avoir l'impression de repartir à zéro. J'ai trouvé un appartement en ligne sans l'avoir visité dans un quartier appelé Hawthorne. Le propriétaire était prêt à travailler avec moi par appel vidéo. Premier mois, dernier mois de loyer et caution. 2000 $ de mes économies envolées immédiatement. Evan m'a aidé à faire mes cartons. Nous avons chargé ma berline jusqu'à ce que la suspension grince, vêtements, ordinateur portable, une boîte de livres, des albums photos, les bijoux de ma grand-mère qu'elle m'avait donnés des années auparavant. Tout le reste est allé à des œuvres de charité ou a été vendu sur Facebook Marketplace. Je pourrais venir avec toi, a dit Evan la veille de mon départ. Nous étions allongés dans son lit, celui où j'avais passé d'innombrables nuits au cours des 2 dernières années. Tu as ta vie ici, la librairie, tes écrits, tes amis. Je t'ai, toi. Plus maintenant. Les mots faisaient mal, mais ils étaient nécessaires. Ce que nous avions faisait partie de mon ancienne vie, de mon ancien moi. J'ai besoin de découvrir qui je suis sans tout ce poids. Sans être la fille décevante de Richard, sans être la sœur qui n'a jamais été à la hauteur. J'ai besoin d'être juste moi. Il a pleuré. Je l'ai tenu dans mes bras. Nous avons fait l'amour une dernière fois, lentement, tristement, définitivement. Je suis partie un jeudi matin, tôt, avant les embouteillages. Evan se tenait sur le parking de son immeuble, me regardant m'éloigner. J'ai pleuré pendant la première heure, puis je me suis arrêtée. Quelque part près de Seattle, j'ai senti quelque chose changer. Je me sentais plus légère, plus libre. Chaque kilomètre entre eux et moi me donnait l'impression de faire peau neuve. Portland m'a accueilli avec de la pluie. Une pluie douce et constante qui lavait tout. Mon appartement était petit mais lumineux, avec du parquet et des fenêtres donnant sur une rue bordée d'arbres. Le quartier regorgeait de cafés, de librairies et de boutiques de vêtements vintage. Des gens avec des tatouages, des cheveux teints et des piercings. Des gens qui se fichaient éperdument des critères de réussite traditionnels. J'ai trouvé un travail en 1 semaine. Un café. Rien de glamour, mais la propriétaire était gentille et les autres baristas sympathiques. J'ai appris à faire des cafés filtrés du latte article. Je travaillais le matin. Je rentrais chez moi avec une odeur d'expresso. Je passais mes après-midi à explorer ma nouvelle ville. Le premier mois a été difficile. Je me réveillais en me sentant coupable, comme si j'avais abandonné tout le monde, comme si papa avait peut-être raison de dire que j'étais une déception. Mais ensuite, je me souvenais de son visage dans ce restaurant. La certitude froide dans ses yeux, la façon dont il avait dit ces mots sans hésitation, sans pitié, sans amour. J'ai changé de numéro de téléphone, gardé le même opérateur, mais de nouveaux chiffres. Je ne l'ai donné à personne de mon ancienne vie, sauf à grand-mère Doris. J'ai supprimé tous mes comptes de réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, tout. J'ai complètement disparu. Si quelqu'un de mon passé voulait me retrouver, il devrait faire des efforts. Le sevrage des réseaux sociaux a été plus étrange que prévu. Pendant des jours, j'attrapais mon téléphone par réflexe, ma mémoire musculaire me tirant vers des applications qui n'existaient plus sur mon écran. Je voulais partager une photo de la pluie de Portland, une interaction amusante avec un client, la façon dont la lumière frappait la rivière Willamette au coucher du soleil. Puis je me souvenais qu'il n'y avait personne avec qui partager. Le public pour lequel je me produisais avait disparu. C'était à la fois libérateur et terrifiant. J'ai commencé à tenir un journal à la place. À l'ancienne, avec un stylo et du papier, notant les moments que j'aurais photographiés et légendés, les pensées que j'aurais tweetées dans le vide. L'acte d'écrire m'a forcé à traiter l'information plutôt qu'à la diffuser, à ressentir plutôt qu'à mettre en scène. Mon écriture était désordonnée au début, manquant de pratique, mais elle s'est améliorée. Remplir des pages est devenu un rituel nocturne. Rachel a essayé. Elle a envoyé des emails à mon ancienne adresse, que j'avais configurée pour un transfert automatique mais que je consultais rarement.
De longs messages décousus sur à quel point elle était désolée, que papa était ivre, qu'il ne le pensait pas, que la famille s'effondrait sans moi. Elle a envoyé des photos de ses échographies, essayant de me garder connectée. Je me sentais coupable à ce sujet. Ce n'était pas elle qui m'avait blessée, mais elle ne m'avait pas défendue non plus. Aucun d'eux ne l'avait fait. La culpabilité me rongeait pendant ces premiers mois. Je restais éveillée la nuit, rejouant la scène du dîner, me demandant si j'avais mal interprété la situation, si j'avais été trop sensible, si l'alcoolisme de papa excusait sa cruauté. Le docteur Henderson a passé plusieurs séances à m'aider à comprendre qu'une explication n'est pas une excuse. Que les mots d'un ivrogne ne deviennent pas magiquement insignifiants. Que vocaliser une pensée aussi dévastatrice signifiait qu'il l'avait pensée sobre. Les gens n'inventent pas spontanément de nouveaux systèmes de croyances quand ils boivent, m'a-t-elle dit. Ils perdent juste le filtre qui maintient normalement ces croyances cachées. Cela a un peu aidé. Tyler a envoyé un email. Court, méprisant. Tu réagis de manière excessive. Papa était ivre et a dit une bêtise. Grandis un peu et rentre à la maison. Je l'ai supprimé immédiatement. Maman a envoyé une lettre à mon ancienne adresse. Mon ancien propriétaire l'a fait suivre. 3 pages de son écriture soignée, pleine d'excuses, d'explications et de supplications pour que je revienne. Ton père est difficile, écrivait-elle. Mais c'est toujours ton père. La famille pardonne. Je l'ai brûlé dans mon évier de cuisine. Papa n'a jamais cherché à me contacter. J'ai trouvé une thérapeute, le docteur Laura Henderson, une femme d'une 50aine d'années spécialisée dans les traumatismes familiaux. Nous nous voyons chaque semaine. J'ai déballé 28 ans à ne jamais être assez bien, à me mesurer constamment à des normes impossibles, à chercher l'approbation de quelqu'un incapable de la donner. Votre valeur n'est pas déterminée par la perception de votre père, m'a dit le docteur Henderson lors de notre 3e séance. Son incapacité à voir votre valeur ne la diminue pas, elle ne fait que révéler ses propres limites. J'ai commencé à la croire. Lentement, douloureusement, mais j'ai commencé. Après 6 mois, j'ai rencontré une femme nommée Catherine au café. C'était une habituée, commandant toujours un americano avec un supplément de mousse, laissant toujours de généreux pourboires. Nous avons commencé à discuter. Elle était graphiste, indépendante, travaillant depuis des cafés parce que son appartement était trop calme. Elle avait déménagé à Portland 5 ans plus tôt, venant de Boston, fuyant sa propre situation familiale compliquée. Nous sommes devenus amis, de vrais amis, pas le genre superficiel que j'avais eu auparavant. Elle m'a présenté à son cercle, artistes, écrivains, musiciens, des gens qui avaient choisi des chemins non conventionnels et qui s'épanouissaient. Des gens qui mesuraient le succès par le bonheur, la créativité, l'authenticité plutôt que par les comptes en banque et les titres. Grâce à Catherine, j'ai rencontré James. Il enseignait la littérature anglaise dans un community college et jouait de la guitare dans un groupe de punk horrible le week-end. Il était drôle, gentil et ne portait absolument aucun intérêt aux marqueurs traditionnels de la réussite. Notre premier rendez-vous a eu lieu à un food truck de tacos, suivi d'une promenade dans Forest Park. Pas de restaurant chic, pas de performance, juste 2 personnes qui discutaient. « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» a-t-il demandé. « Je suis barista. »« Cool. Ça te plaît ?»« Oui, en fait. » Les gens sont intéressants. Le travail est simple. Je sens le café toute la journée, ce qui vaut mieux que de sentir le parfum de grands magasins. Il a ri. Ça a l'air parfait. Pas de jugement, pas de déception, juste de l'acceptation. Nous sommes sortis ensemble pendant 3 mois avant que je ne lui parle de ma famille, du dîner d'anniversaire, de ce que mon père avait dit, de la raison de mon départ. Il a écouté sans m'interrompre, sa main chaude dans la mienne. C'est brutal, a-t-il dit quand j'ai fini. Je suis désolé que tu aies vécu ça. Tu penses que j'ai réagi de manière excessive? En quittant tout. Et toi, tu le penses? J'y ai réfléchi. Non. Je pense que je me suis sauvée. Alors tu as ta réponse. La 2e année à Portland a apporté des changements. J'ai été promu superviseur d'équipe au café, ce qui s'est accompagné d'une petite augmentation.
Pas grand-chose, mais assez pour que je puisse me permettre un meilleur appartement. Un 2 pièces près de la rivière avec un balcon où je cultivais des herbes et des tomates. J'ai adopté un chat au refuge, un chat tigré orange dégingandé que j'ai nommé Toast. Il dormait sur mon oreiller et ronronnait comme un moteur. La recherche d'appartement avait été étrangement émouvante. Chaque endroit que je visitais représentait un choix que je faisais entièrement pour moi-même. Aucune contribution de mes parents sur les quartiers trop dangereux ou les appartements indignes des standards de notre famille. Juste moi, décidant de ce qui comptait. J'ai choisi l'endroit avec un balcon spécifiquement parce que j'avais toujours voulu faire pousser des choses. Maman n'avait jamais autorisé de potager à la maison, prétendant que ça donnait au jardin un air négligé. Mes tomates étaient glorieusement négligées. Elles s'étalaient, s'emmêlaient et produisaient les tomates cerises les plus sucrées que j'ai jamais goûtées. Je les mangeais debout sur le balcon le matin, encore chaude du soleil, et je me sentais ridiculement fière de ces minuscules miracles rouges que j'avais fait naître de la terre et des graines. Toast était au refuge depuis 8 mois. Le bénévole m'a dit que les chats plus âgés étaient difficiles à placer. Les gens voulaient des chatons. J'ai regardé ce guerrier roux aux allures de vétéran, avec son oreille entaillée et sa queue tordue, et j'ai pensé, moi aussi, mon pote. Personne ne voulait de nous non plus. On pourrait être des indésirables ensemble. Il est devenu mon ombre, me suivant de pièce en pièce, dormant sur ma poitrine la nuit, son ronronnement vibrant à travers ma cage thoracique comme un second battement de cœur. James faisait semblant d'être jaloux de l'amour que le chat me portait, mais je le surprenais à donner des friandises supplémentaires à Toast quand il pensait que je ne regardais pas. James et moi avons emménagé ensemble après 18 mois. Chez lui, qui était plus grand et plus proche de son campus. Nous partagions le loyer à 50-50e, cuisinions ensemble, passions les week-ends à faire de la randonnée, à aller à des concerts ou simplement à lire en bonne compagnie sur le canapé. C'était facile, simple, rien à voir avec les dynamiques compliquées de ma famille. J'ai commencé à suivre des cours au Community College où James enseignait, un par semestre, juste pour explorer des centres d'intérêt. Photographie, écriture créative, espagnol, psychologie. Aucune pression pour choisir une spécialisation ou suivre un parcours professionnel. Juste à apprendre pour le plaisir d'apprendre. Papa aurait détesté ça. Ce qui rendait la chose encore meilleure. Le cours de photographie a changé quelque chose en moi. J'avais passé tellement de temps à documenter ma vie pour les réseaux sociaux, pour la validation externe, que j'avais oublié ce que signifiait créer pour moi-même. Mon enseignante, une femme nommée Véronica, qui avait travaillé pour le National Geographic dans sa jeunesse, nous a appris à voir plutôt qu'à simplement regarder, à trouver des histoires dans les ombres et la lumière, à capturer l'émotion au lieu de simples images. Mon projet final était une série d'autoportraits. Pas des selfies, mais de vrais portraits explorant l'identité. Moi dans le café à l'aube, éclairé par la lueur de la machine à expresso. Moi sur mon balcon, les mains sales après avoir rempoté des plantes. Moi au lit avec Toast, tous deux surpris en plein bâillement. Moi en train de pleurer, car pourquoi la joie devrait-elle être la seule émotion documentée? Véronica m'a donné un A et m'a dit que j'avais un véritable œil. Cet éloge était différent de tout ce que j'avais reçu auparavant. Il n'était pas conditionnel, pas lié à la satisfaction des attentes de quelqu'un d'autre. Elle n'était pas mon père me jugeant selon une norme impossible. C'était une professionnelle reconnaissant une compétence légitime. J'ai encadré l'un des autoportraits, celui sur le balcon, et je l'ai accroché dans l'entrée de l'appartement, là où je le verrais chaque fois que je rentrerais à la maison. Un rappel que je construisais quelque chose, que je devenais quelqu'un, avec ou sans l'approbation de ma famille. Rachel a eu son bébé, une fille nommée Madison. Elle m'a envoyé un email avec des photos. Le bébé était magnifique, rose, ridé et parfait. J'ai regardé les photos pendant longtemps, ressentant un mélange complexe de joie et de tristesse. J'étais maintenant tante d'une nièce que je ne rencontrerai probablement jamais. J'ai envoyé une carte à l'adresse de Rachel avec une petite carte cadeau à l'intérieur. Pas d'adresse de retour, juste un mot, félicitations. Elle est magnifique. Je suis heureuse pour vous. Rachel a répondu à mon ancien email, me remerciant, me suppliant de venir rencontrer Madison, promettant que les choses seraient différentes maintenant.
Je n'ai pas répondu. Maman m'a retrouvée, d'une manière ou d'une autre. Je n'ai jamais su comment. Peut-être qu'elle a engagé quelqu'un. Peut-être qu'elle a juste eu de la chance. Quoi qu'il en soit, elle s'est présentée au café un mardi après-midi au hasard, lors de ma 3e année d'absence. J'étais en train de nettoyer les tables quand je l'ai vue. Elle avait vieilli, plus de cheveux gris, de nouvelles rides autour des yeux. Elle portait un de ses cardigans habituels, semblant complètement déplacé parmi les hipsters de Portland. Nos regards se sont croisés, son visage s'est décomposé. Rebecca. Mon corps s'est tendu, mon instinct de fuite s'est activé, mais j'étais au travail. Je ne pouvais pas simplement m'enfuir. On peut parler, a-t-elle demandé. S'il te plaît. J'ai jeté un coup d'œil à ma collègue, Sheila, qui s'occupait de la caisse. Elle a croisé mon regard et a hoché la tête. J'ai conduit maman à une table d'angle, loin des autres clients. Comment m'as-tu trouvé, ai-je demandé une fois assise. Une transaction par carte de crédit. Tu as utilisé ton ancienne carte pour quelque chose il y a des mois. Je la surveillais. Le débit venait de Portland, alors j'ai pris l'avion et j'ai commencé à vérifier les cafés près des lignes de transport en commun. C'était mon 4e jour de recherche. Son dévouement aurait été impressionnant s'il n'avait pas été si envahissant. Pourquoi ? Ai-je demandé simplement. Parce que tu es ma fille. Parce que tu me manques. Parce que ton père. Elle s'est arrêtée, a pris une profonde inspiration. Parce que j'ai besoin que tu saches que je suis désolée. Désolée pourquoi, exactement ? Pour ne pas t'avoir défendu. Pour l'avoir laissé dire ces choses. Pour avoir choisi la paix plutôt que de te protéger. Ses yeux étaient humides. J'ai rejoué ce dîner 1000 fois. J'aurais dû lui jeter mon vin au visage. J'aurais dû partir avec toi. J'aurais dû te choisir, et je ne l'ai pas fait. J'ai échoué en tant que mère. L'excuse semblait sincère. Mais elle arrivait aussi 3 ans trop tard. Pourquoi maintenant ? Ai-je demandé. Pourquoi pas immédiatement ? Pourquoi ne pas appeler le lendemain et lui dire qu'il avait dépassé les bornes ? Je le lui ai dit. Nous nous sommes disputés pendant des jours, mais tu avais déjà disparu. Tu as changé de numéro. Tu as tout supprimé. Je n'avais aucun moyen de te joindre, sauf par des emails auxquels tu ne répondais pas, grand-mère avait mon numéro. Maman a tressailli. Elle n'a pas voulu me le donner. Elle a dit que tu avais besoin d'espace et que je devais respecter ça. Elle a marqué une pause. Elle me manque tous les jours. Elle était plus courageuse que je ne l'ai jamais été. Tant mieux pour grand-mère. Ton père et moi sommes séparés, a poursuivi maman. Depuis 6 mois maintenant. J'en ai finalement eu assez. Pas seulement à cause de ce qu'il t'a fait, bien que ce fût le début, mais parce que j'ai réalisé que j'avais passé 30 ans à accommoder sa colère, sa rigidité, son besoin de tout contrôler. J'étais tellement occupée à maintenir la paix que j'ai oublié de protéger mes propres enfants. Je ne savais pas quoi répondre à ça. Rachel non plus ne lui parle plus, a continué maman. Elle était furieuse à propos du dîner d'anniversaire. Elle a essayé de maintenir une relation pour le bien de Madison, mais il critiquait son éducation à chaque occasion, lui disant qu'elle était trop douce, que Madison grandirait gâtée et inutile. Rachel lui a finalement dit ses 4 vérités il y a 6 mois et ne lui a plus parlé depuis. Et Tyler. Il est toujours aussi lèche-botte, malheureusement. Samantha l'a quitté, cependant, a pris leur fils et est retourné chez ses parents. Tyler a blâmé tout le monde sauf lui-même. La famille était en train d'imploser. Une partie de moi se sentait vengée. Une autre partie se sentait juste triste. Je ne reviendrai pas, ai-je dit, si c'est pour ça que tu es là. Non, a dit maman rapidement. Je ne te le demande pas. Je vois que tu as construit quelque chose ici. J'avais juste besoin de te voir. De te dire que je suis désolée. De te dire que ce que ton père a dit était faux, cruel et impardonnable. Elle a tendu la main sur la table mais ne m'a pas touchée. Et pour te dire que je suis fière de toi. Fière de quoi ? Je travaille toujours dans le secteur des services. Je ne suis toujours pas à la hauteur de mon potentiel. Je suis toujours décevante.
Tu as survécu, a-t-elle dit simplement. Tu as fui la toxicité et tu as bâti une nouvelle vie à partir de rien. Tu es heureuse. Je le vois sur ton visage. Cela demande plus de courage que n'importe quel diplôme de médecine ou salaire à 6 chiffres. Ton père ne le comprendra jamais. Mais moi, je le comprends maintenant. Enfin. Trop tard. Je sais. Mais je le comprends. Nous avons parlé pendant 1 heure de plus. Elle m'a posé des questions sur ma vie et je lui ai donné les grandes lignes. Rien de trop personnel, rien qui puisse lui donner un avantage. Elle m'a parlé de son appartement, plus petit que la maison, mais le sien, de son travail à temps partiel dans une bibliothèque, de la thérapie, qu'elle avait finalement commencé. Quand elle est partie, elle m'a prise dans ses bras. Je l'ai laissé faire, mais je ne l'ai pas serré en retour. Elle a glissé quelque chose dans ma main. Une carte de visite avec son nouveau numéro de téléphone et son email écrit au dos. Sans pression, a-t-elle dit. Mais si jamais tu veux parler, je suis là. J'ai gardé la carte, je l'ai mise dans un tiroir à la maison. Je ne l'ai pas jetée, mais je n'ai pas appelé non plus. La 4e année a apporté un développement inattendu. La propriétaire du café, Maria, voulait prendre sa retraite. Elle m'a proposé de me vendre l'entreprise. Moi. La déception. La sous-performante. La fille sans ambition. J'étais terrifiée. Le prix était raisonnable, mais il faudrait toutes mes économies plus un prêt aux petites entreprises. C'était un risque énorme. Le genre de choses qui pouvaient exploser de manière spectaculaire. James m'a encouragée. Catherine aussi. Même ma thérapeute pensait que c'était une bonne décision. Vous avez passé 4 ans à prouver que vous pouviez survivre, a dit le docteur Henderson. Peut-être est-il temps de prouver que vous pouvez vous épanouir. Je l'ai acheté. J'ai utilisé mes économies pour la compte. J'ai obtenu l'approbation du prêt sur la base des marges bénéficiaires existantes du café et de mon historique de travail là-bas. Soudain, à 32 ans, j'étais propriétaire d'une petite entreprise. Moi, Rebecca. La ratée de la famille. Le jour où j'ai signé les papiers, mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine tenir le stylo. L'avocat qui s'occupait de la transaction m'a demandé si ça allait. J'ai ri, un peu hystérique, et je lui ai dit que j'étais parfaite. Terrifiée, mais parfaite. Il a souri et a dit, c'est comme ça qu'on sait qu'on fait quelque chose qui en vaut la peine. Sortir de ce bureau avec un acte de propriété entre les mains semblait surréaliste. J'avais passé 28 ans à m'entendre dire que je n'arriverais jamais à rien, que je manquais d'ambition, de dynamisme, de persévérance. Et pourtant, me voilà, propriétaire d'une entreprise rentable, établie et aimée de la communauté. J'aurais aimé que grand-mère Doris puisse voir ce moment. Elle était décédée 2 ans plus tôt, paisiblement dans son sommeil à Phoenix. Rachel m'avait envoyé un texto quand c'était arrivé. J'avais envoyé des fleurs, mais je n'avais pas pu me résoudre à assister aux funérailles. Affronter la famille me semblait impossible, même pour honorer la seule personne qui avait vraiment cru en moi. Mais je pouvais l'honorer d'autres manières. Ce soir-là, après la fermeture, j'ai pris des dizaines de photos du café. La machine à expresso, plus vieille que moi mais qui fonctionnait toujours parfaitement. Les chaises dépareillées que j'avais chinées dans des friperies. Le menu sur tableau noir que j'écrivais à la main chaque semaine. L'étagère de livres que les clients avaient donnés, créant une bibliothèque de prêt impromptue. Les grandes fenêtres qui laissaient entrer une magnifique lumière naturelle. Chaque détail qui rendait l'endroit spécial. J'ai imprimé ma photo préférée et je l'ai mise dans un cadre sur le comptoir, à côté de la caisse. Au dos, j'ai écrit au marqueur permanent, pour grand-mère Doris, qui m'a dit que le bonheur était la meilleure des vengeances. Elle aurait été si fière. Les formalités ont été finalisées un vendredi. Maria m'a remis les clés, les larmes aux yeux, me disant qu'elle savait que je prendrais bien soin de son bébé. Les autres employés étaient ravis. J'étais une valeur sûre, quelqu'un qu'ils aimaient, quelqu'un qui n'allait pas arriver et tout changer immédiatement. Je suis rentrée chez moi ce soir-là en ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. De la fierté. Une fierté réelle et sincère en moi-même et en mes choix.
Je n'en ai parlé à personne de mon ancienne vie. Ce n'était pas leurs affaires. Ce succès était le mien, et seulement le mien. L'entreprise a prospéré. J'ai embauché 2 autres membres du personnel. J'ai commencé à proposer des événements en soirée, scènes ouvertes, soirées de musique acoustique, lecture de poésie. Le café est devenu un centre communautaire. Nous avons commencé à nous approvisionner en grains directement auprès de petites fermes. J'ai peint une fresque murale sur un mur, quelque chose de coloré et de chaotique. Le café me reflétait enfin, non pas un modèle d'entreprise, mais quelque chose d'authentique. James et moi nous sommes mariés la 5e année. Une petite cérémonie dans un jardin botanique. Catherine était ma témoin. La sœur de James et son meilleur ami de l'université étaient les seuls autres témoins. Nous avons échangé des vœux que nous avions écrits nous-mêmes. Rien de traditionnel, rien qui nécessitait l'approbation de qui que ce soit. Personne de ma famille de sang n'a été invité. Rachel l'a découvert d'une manière ou d'une autre, peut-être en fouillant les comptes de James sur les réseaux sociaux, que je ne surveillais pas. Elle a envoyé un email blessé. J'ai répondu simplement, c'est ma vie maintenant. Je t'aime, mais je ne peux pas laisser le passé entrer dans mon présent. Papa n'a toujours jamais cherché à me contacter. 5 ans de silence. Ça aurait dû cesser de faire mal, mais ce n'était pas le cas. Pas entièrement. Il y avait toujours cette petite voix qui demandait s'il avait eu raison, si j'avais juste été trop sensible, si j'avais jeté ma famille par-dessus bord pour un commentaire d'ivrogne. Mais ensuite, je me souvenais de cette nuit, du calcul dans ses yeux, de la cruauté délibérée, et je savais que j'avais fait le bon choix. La 6e année a apporté le message que j'attendais à moitié. Tyler a envoyé un email à mon ancienne adresse, qui était toujours transférée automatiquement. L'objet, papa est en train de mourir. Cancer du poumon, stade 4. 6 mois, peut-être moins. Il voulait me voir, parler, faire la paix avant la fin. J'ai fixé cet email pendant 3 jours. James a dit qu'il me soutiendrait quelle que soit ma décision. Catherine a dit que je ne lui devais rien. Le docteur Henderson m'a demandé ce que je voulais, au fond de moi. Je voulais que mon père s'excuse, qu'il retire ce qu'il avait dit, qu'il me dise qu'il avait eu tort, que j'avais de la valeur, qu'il m'aimait. Je voulais qu'il voie ce que j'avais construit et qu'il soit impressionné. Qu'il reconnaisse que mon chemin, bien que différent de ce qu'il avait voulu, était valide. Mais je le connaissais. Même face à la mort, Richard ne plierait pas. Il voudrait que je m'excuse auprès de lui, que j'admette que j'avais réagi de manière excessive, que je revienne jouer mon rôle dans le drame familial. Je n'y suis pas allée. Je lui ai écrit une lettre à la place. Il m'a fallu 2 semaines pour trouver les mots justes. 15 brouillons. Quand je l'ai finalement posté, je me suis sentie vide, soulagée, terrifiée, triste. La lettre disait tout ce que je n'avais jamais pu lui dire en face. Sur la façon dont ces mots avaient détruit quelque chose de fondamental. Sur la façon dont je m'étais reconstruite sans lui. Sur la façon dont j'avais appris que l'amour ne devrait pas être conditionnel à la réussite. Que la famille ne devrait pas être une compétition. Que le succès se présente sous de nombreuses formes. Je lui ai dit que je lui pardonnais. Non pas parce qu'il le méritait, mais parce que je méritais la paix. Je lui ai dit que je ne viendrais pas dire au revoir, que l'homme qui avait souhaité que je ne sois jamais né n'avait pas le droit d'exiger ma présence à son chevet. Je lui ai dit que j'espérais qu'il trouverait ce qu'il avait cherché dans sa vision du monde rigide et impitoyable. J'ai signé simplement, ta fille, Rebecca. Il est mort 4 mois plus tard. Tyler a appelé pour me dire que les funérailles avaient lieu un samedi. Je n'y ai pas assisté. James m'a tenu dans ses bras pendant que je pleurais, même si je n'étais pas tout à fait sûr de la raison de mes larmes. Pour ce qui aurait pu être, peut-être. Pour le père que j'aurais aimé avoir, pour la relation que nous n'avions jamais réussi à construire. Rachel m'a recontacté par la suite. Plus persistante cette fois. Elle voulait qu'on se voie, qu'elle me présente Madison, qui avait maintenant 5 ans, pour essayer de reconstruire quelque chose sur les décombres. J'y ai réfléchi longtemps, j'en ai parlé en thérapie, j'en ai discuté sans fin avec James. Finalement, j'ai dit oui. Mais à mes conditions. Elle pouvait venir à Portland. Juste elle et Madison.
Pas de Tyler, pas de famille élargie. Pas de pression. Elle est venue en octobre, 7 ans presque jour pour jour après le dîner d'anniversaire qui a tout changé. Madison était vive, curieuse et posait 1 million de questions. Elle a adoré Toast. Elle pensait que le café était l'endroit le plus cool du monde. Elle m'a immédiatement appelée « Tante Becca » sans aucune hésitation. Rachel et moi avons parlé pendant que Madison dessinait à une table d'angle. Vraiment parlé, des années de dégâts. De l'héritage des normes impossibles de papa. De l'incapacité de maman à nous défendre. Des différentes manières dont nous avions chacune fait face. Je suis restée et j'ai essayé de réparer les choses, a dit Rachel. Tu es partie et tu as construit quelque chose de nouveau. Avant, je pensais que ta façon de faire était de fuir, mais maintenant je pense que tu étais peut-être la plus courageuse. Nous n'avons pas tout réparé en une seule visite. Loin de là. Mais nous avons commencé, de petits pas vers quelque chose qui pourrait un jour ressembler à nouveau à une sororité. Madison a fait un dessin de nous trois, elle, Rachel et moi, nous tenant toute la main. Elle me l'a donné au moment de partir, insistant pour que je l'accroche dans le café. C'est ce que j'ai fait, juste à côté de la caisse, là où je pouvais le voir tous les jours. La 7e année a apporté du recul. J'ai 35 ans maintenant. Je dirige une entreprise prospère. Je suis mariée à quelqu'un qui m'aime tel que je suis. Je vis dans une ville que j'ai choisie avec des amis que j'ai sélectionnés. Je crée une vie qui reflète mes valeurs plutôt que les attentes de quelqu'un d'autre. J'ai encore des jours difficiles. Des jours où les vieux doutes refont surface. Des jours où je me demande si je réussis vraiment ou si je me fais des illusions. Des jours où le fait d'avoir des parents fiers de moi me manque. Mais ensuite, je regarde autour de moi. Le café rempli de clients qui reviennent parce qu'ils aiment l'atmosphère que j'ai créée. James lisant sur notre canapé avec Toast étalé sur ses genoux. Les photos sur nos murs des voyages que nous avons faits, des expériences que nous avons partagées, de la vie que nous construisons ensemble. Les cours que je suis toujours, travaillant maintenant à l'obtention d'un véritable diplôme en gestion d'entreprise parce que je le veux, pas parce que quelqu'un l'attend. Je pense parfois à grand-mère Doris, à la façon dont elle m'a dit que le bonheur était la meilleure des vengeances. Elle avait raison. Non pas que la vengeance ait jamais été le but, mais parce que me choisir moi-même plutôt que leur dysfonctionnement était la chose la plus radicale que j'aurais pu faire. Mon père a souhaité que je ne sois jamais né le jour de mon anniversaire, devant témoins, avec une conviction totale. J'ai disparu, je me suis créé à partir de rien, j'ai bâti quelque chose de réel à partir de néant. Et maintenant, 7 ans plus tard, je peux dire avec une certitude absolue, je suis heureuse d'être née. Je suis heureuse d'avoir survécu. Je suis heureuse d'être partie. Je suis heureuse de m'être choisie. Ce n'est pas une vengeance. C'est juste, enfin, être soi-même.